Ces enfants qui sont élevés sur le principe de plaisir. Fais ce que tu veux comme tu veux. Même à l'école. Ça ne me tente pas, je mets l'épée sur les armes, c'est pas grave. Eh bien, ces enfants ne développent pas de surmoi. Or, le surmoi, c'est l'instance moralisante. C'est l'instance qui dit, qui intériorise chez l'enfant ce qui doit être fait et qui ne doit pas être fait, même en l'absence des parents. Alors, si on n'intériorise pas ça, on n'intériorise pas ce qu'on appelle aussi en psychanalyse le principe de réalité, c'est-à-dire la réalité qui résiste. Il faut que l'enfant apprenne que la réalité résiste. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. À un moment donné, on s'arrête. Stop. Si le parent peut collaborer, si moi je le connais, son jeune, je vis avec, moi je suis tout le temps à mon parent, c'est vous le meilleur juge, c'est vous qui connaissez votre jeune, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec, qu'est-ce qu'il faut que j'essaie, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui le blesse, qu'est-ce qui peut le gêner. On veut qu'ils gèrent la discipline parce que les parents ne sont pas capables de discipliner leurs enfants. Ils sont obligés, en plus de s'occuper des cas problèmes, des cas de problèmes de comportement, dans des classes où on est censé apprendre, étudier. Mais non, là, il faut intégrer ceux qui ont des problèmes de comportement au lieu d'eux-mêmes les aider parce qu'on ne veut pas faire de discrimination. Mais tu les aides pas s'ils sont toujours en bas au fin fond de la classe. Tu les aides pas s'ils sont en bas de la liste tout le temps, s'ils n'arrivent pas à se placer parce que le prof n'a pas le temps de s'attaquer à ses problèmes puis de l'aider. Là, tu sais, il va falloir qu'il y ait des règles, puis il y a quelqu'un avec une paire de couilles ou une paire d'ovaires qui va se tenir debout, va dire voici comment ça va fonctionner dorénavant dans les écoles publiques. Si tu es rigoureux, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de beaucoup de personnes. Il y a des parents qui se sentent interpellés parce qu'ils se sentent jugés dans leur rôle de parent. Il y a des professeurs qui se sentent jugés face à un professeur plus rigoureux. Et rigoureux, ça ne veut pas dire que tu vas être plus compétent qu'un autre. Chacun est compétent à sa façon. Rigueur, ça ne veut pas dire être sévère, taper sur les doigts des enfants, mais d'exiger, dans le fond, le maximum de ce qu'un enfant peut fournir comme travail. L'école, comme milieu social, a beaucoup perdu de sa légitimité. L'école est un endroit où la société accueille le jeune. Il vient de sa famille. Souvent, ces familles sont déstructurées. Il y a beaucoup de détresse économique au Québec, il ne faut jamais la minimiser, en particulier dans les grandes villes. Et donc, l'école, qu'on le veuille ou non, hein, c'est ça le problème, qu'on le veuille ou non, a désormais un rôle qu'on pourrait appeler supplétif. C'est-à-dire qu'elle doit faire, disons, ce que les parents sont plus capables de faire, ou ce qu'ils n'ont pas la capacité de faire, ou ce qu'ils veulent plus faire. Par exemple, imposer une autorité, mettre des limites, faire respecter des normes, socialiser d'une manière qui est stricte, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que souvent les cellules parentales ne veulent plus faire ou ne peuvent plus faire. Les sociologues l'ont observé, les enfants qui vont d'un foyer à l'autre parce que leurs parents sont séparés, et ainsi de suite, subissent des contraintes que ne subissent pas ou que ne subissaient pas dans le passé des foyers qui étaient plus stables. On ne va pas changer ça. La société ne va pas se modifier demain matin pour faire plaisir aux écoles. Non, mais les écoles doivent absorber ça. Donc, l'enseignant, il devient un pôle stable. Il représente la société dans l'école. Et quand il accueille les jeunes, ces jeunes-là trouvent chez lui ou chez elle une forme donc de solidité, une référence, une forme d'autorité. C'est le seul mot, je crois, qui est le bon dans les circonstances. Vous savez, quand vous arrivez à 16-17 ans, et que tout d'un coup, je ne sais pas moi, travail d'été ou l'université, ou tout d'un coup, ça je l'ai vu dans une entreprise, Cascade pour ne pas la nommer, où j'étais en observation participante, un contremaître qui vient qui me dit, regardez, je regarde, il y avait un jeune, travail d'été, fils d'un ouvrier, qui dormait. 10h, 11h du matin, il dormait. Il était allongé sur du carton, là, il ronflait complètement. Il le réveille, il lui dit, hey, on ne dort pas là, on travaille.
L'autre dit oui, mais ça ne me tente pas parce que j'étais en discothèque hier. Et le contremaître lui dit, écoute, là, ça te tente ou ça te tente pas, tu travailles, tu prends la porte. Eh bien, l'adolescent ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Pourquoi jusque-là, à la maison, ça ne le tente pas d'aller à l'école? Il dit, j'étais en discothèque hier, ben dors, je t'aime. Il arrive à l'entreprise, il n'y en a plus de ça me tente ou ça tente plus. Vous imaginez un ouvrier de Pelado dire à Pelado, ça ne me tente pas de faire votre dossier, là. Pas de surmoi, pas de principe de réalité. Ils arrivent à 17 ans, 18 ans, et là, ils affrontent le principe de réalité. Je l'ai vu, moi, dans mes classes. Des étudiants de première année, 18, 19, 20 ans, je leur donne les exigences de mon cours, tel livre, tel ceci, tel... Et puis un jour, une étudiante me dit, on doit faire tout ça dans votre cours? Oui, mademoiselle. Ah, alors on rit plus? Écoutez, regardez votre examen. Il n'y a rien du cours, rien. Monsieur, mais j'ai répondu ça et ça à la question. Oui, mais ce que vous répondez là n'a rien à voir avec ce qui est dans le livre. Ah, elle me dit parce qu'il fallait lire le livre. Et il me dit, monsieur, j'ai fait un bac en psycho à l'université de Montréal et je n'ai jamais lu un livre. Pourquoi chez vous faut-il lire un livre? La loi sur l'instruction publique est très claire là-dessus. Les enseignants ont une obligation de moyens, mais non pas une obligation de résultat. Ils doivent tout faire pour mettre en œuvre les moyens qui vont favoriser la réussite de leurs élèves. Mais ils ne sont pas tenus ou ne sont pas responsables du fait que leurs élèves réussissent ou non. Parce que ça, c'est une tendance que l'on ne voit pas uniquement en éducation, c'est qu'on transfère toute la responsabilité sur les individus. Et bon, et là, dans le monde de l'éducation, qui va en faire les frais ou qui est aux premières loges pour recevoir les critiques? C'est les enseignants. Parce qu'on leur dit, c'est entre vos mains que l'on confie l'avenir, les citoyens de demain. Puis la loi sur l'instruction publique va aussi loin que de transférer la responsabilité parentale, l'autorité parentale à l'enseignant sur les heures de classe. Donc c'est l'enseignant qui a la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ça peut aller loin, ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à des lettres assez intimidantes parfois là, qui peuvent être blessantes. Quand tombent les premières évaluations ou les premiers résultats, puis que ça ne correspond pas aux attentes, parfois c'est un choc qui est difficile à prendre, puis au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi, on va facilement mettre la faute sur les pratiques. Un enfant qui a 3, 4 ans, 5 ans, qui va à la maternelle, et puis qui a un grand frère ou une grande sœur qui va à l'école primaire, et qui va au secondaire, et qui voit ses parents aller se plaindre à l'école, et puis engueuler les instituteurs et les professeurs, les traiter comme des moins que rien, et puis défendre leur enfant qui n'a rien foutu. Quel type, à 4 ans, 5 ans déjà, quelle image, quelle estime, quel respect de l'école va-t-il avoir? Donc en arrivant à l'école, c'est comme mon grand frère, ma grande sœur, le voisin, la voisine. À l'école, je fais ce que je veux, et c'est toujours le prof le fautif. C'est l'institution qui marche mal. Pas moi. Pas à faire d'efforts, c'est à eux à me gaver. J'essaie de leur en donner le plus possible pour qu'ils soient au courant de ce que leur enfant vit, pour qu'ils puissent alimenter des discussions à l'école, à la maison, pardon, avec ça aussi. Mais parfois, c'est toujours pas assez suffisant. On demande encore plus. On demande... j'ai l'impression parfois que si je l'acceptais, il y a des parents qui viendraient s'asseoir dans la classe toute la journée pour voir ce qui se passe. À un moment donné, on a même des parents qui finissent par se poster
dans les ruelles pour regarder de quelle façon on surveille. Je me dis, j'espère qu'on n'arrivera jamais à l'ère où les parents vont pouvoir suivre le déroulement de la classe sur le web. Ça a déjà failli se passer dans certaines garderies, là, mais oui. On réalise pas toujours qu'est-ce que c'est la vie de classe avec 20 élèves. On demande des interventions très, très particulières pour son enfant, pour des choses finalement qui regardent plus ou moins la mission de l'école, là. Et puis, ça devient lourd. Déjà que je trouve que depuis le début de ma carrière, on a multiplié les façons de communiquer aux parents. L'amour inconditionnel, c'est une erreur catastrophique. L'amour inconditionnel est venu avec le moment où il a fallu que les deux parents travaillent comme des malades pour arriver à boucler la boucle de la vie de la famille. Et alors, comme il n'avait plus de temps à donner à leurs enfants, vous savez combien de temps passent les parents en moyenne avec leurs enfants en Amérique du Nord? Chaque semaine? Chaque jour? Par jour. Ça doit être des minutes. 5 minutes. 5 minutes par jour avec leurs enfants, en moyenne. 26 heures devant la télévision par semaine. Donc, ça vous donne une idée. Donc, pour se racheter de cette culpabilité de ne pas donner du temps aux enfants, on a inventé l'amour inconditionnel. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Et puis, quand on rentre le soir du travail, on achète l'amour. On arrive avec des bonbons, avec des Nintendo, avec des Walkman, avec des Discman. Alors, quand de plus en plus on a du divorce, alors avec les divorces, les deux parents se sentent de plus en plus coupables, encore plus. Donc, quand les enfants vont chez chacun des parents, chacun va surenchérir d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel finit par devenir absence d'amour. Et c'est comme ça que le ressent l'enfant. Il le ressent comme de l'indifférence qui est rachetée sur le plan matériel, alors qu'elle doit être vécue sur le plan symbolique et affectif. Oh non, pas encore des frais de scolarité. L'école est gratuite, mon œil. Savais-tu que les parents des autres générations considéraient que l'éducation était ce qui était le plus important? Ils investissaient tout ce qu'ils pouvaient. Tu sais, ma petite fille, les temps ont changé. L'important, c'est plus que l'éducation soit accessible à tous ou qu'il y ait une instruction de qualité. C'est que les enfants soient le plus loin possible, hors de la maison, occupés, à devenir une main-d'œuvre le plus rapidement possible.